Eh bien, au nom du comité d'organisation du 34e Salon international du livre de montagne, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et vous remercier de venir vous rafraîchir cet après-midi autour des glaciers du Mont Blanc et d'ailleurs, et surtout de venir vous informer sur l'évolution des glaciers au cours de l'histoire des Alpes. Alors, pour nous rafraîchir cet après-midi, nous avons un scientifique, Sylvain Coutran, qui est géomorphologue, et non pas géomorphologiste, géomorphologue, et qui a une œuvre déjà très abondante de glaciologue, et qui a écrit cette année aux éditions GAP sur le réchauffement climatique, les glaciers du monde vont-ils disparaître? Nous avons une connexion entre la science et l'art avec Ornella Baderi, qui vient de publier un livre aux éditions du Fort de Bar sur le Mont Blanc. Et on a vu ce matin qu'il était un peu compliqué de savoir à qui appartenait le Mont Blanc, tout en sachant que si la France, l'Italie et peut-être la Suisse ne se mettent pas d'accord, ce sera peut-être Bruxelles qui empochera le sigle d'appartenance. Bruxelles-Mont Blanc, ça sonnerait peut-être pas mal. Enfin, on verra tout à l'heure. En tout cas, Ornella nous parlera du Fort de Bar, de ce que représente cette institution, à la fois dans l'art et dans la préservation du patrimoine italien et alpin. Et puis, nous aurons des représentants du monde artistique, Anne Friand et Pascal Tournaire. Anne Friand a été la commissaire de l'exposition Gabriel Lopé l'année dernière, qui s'est tenue au Fort de Bar, qui a été une exposition magnifique, qui montrait comment un peintre du début du XXe siècle voyait les glaciers et vraiment vivre en symbiose avec la montagne. Et puis Pascal Tournaire, qui est un photographe de renommée internationale, le photographe de l'Everest, a suivi les guides qui gravissaient des glaciers peints par Lopé, et il a pris des photos de ces glaciers en l'état aujourd'hui, ce qui montre vraiment l'évolution de l'histoire géographique. Et c'est tout à fait évident. Et pour mettre un peu toute cette conversation en perspective, nous accueillons Rachel Elkis, qui est autrice et qui a écrit un livre pour enfants qui parle de, là encore, l'évolution des glaciers à l'intention des enfants et qui leur explique notamment le permafrost. Les glaciers, on sait, ils vivent, ils se réchauffent et c'est vrai que les toiles de Gabriel Lopé nous rappellent un passé grandiose. Les images d'aujourd'hui témoignent d'une évolution dont la science souligne le caractère inéluctable. Donc la science et l'art se rejoignent aujourd'hui pour nous expliquer la montagne et la protéger. Alors Sylvain Coutran, donc, les glaciers vont-ils disparaître avec le réchauffement climatique qui semble être une réalité maintenant? Oui, c'est une réalité issue. Il n'y a pas besoin d'être scientifique actuellement pour regarder, pour ceux qui viennent en vacances dans le massif du Mont Blanc. Il ne marche pas bien? Allô? Plus fort. Il marche pas. Plus fort. Plus fort, s'il vous plaît. Oui. C'est bon? En fait, je disais que quand on vient dans le massif du Mont Blanc depuis quelques années, il n'y a pas besoin d'être un scientifique pour s'apercevoir que le paysage change d'année en année. Le massif du Mont Blanc les montagnes deviennent noires, c'est pas un vain mot, hein. Des aiguilles rocheuses avec des petits couloirs de neige, de glace, des grands couloirs sont déglacés maintenant. Ça, c'est la succession d'une bonne dizaine d'étés très chauds, on peut appeler caniculaires. Je dirais depuis 2003. 2003, c'était une année bascule, en fait. Et c'est de ça que je vais vous parler. C'est à ce sujet, justement, que j'ai publié un dernier petit livre sur l'évolution de la couverture glaciaire du massif du Mont Blanc. Je remonte jusqu'en 1860, à peu près, ou 56, même, c'est les premières photos. On est en plein petit âge glaciaire à ce moment-là. Et aujourd'hui, le petit âge glaciaire, on l'a bien sûr quitté depuis la fin du XIXe siècle. Et on l'a sauté à pieds joints, je dirais, on voit à la journée d'aujourd'hui, hein, dans un réchauffement à l'échelle de la planète. Tu as des diapos à passer, non? Ah oui, d'accord. Oui. Je pense qu'on va... Nos invités ont apporté chacun un diaporama
On va peut-être passer là, maintenant, après chacune de leurs interventions. Alors, on va commencer gentiment, il y en a pour une petite heure, 1h30 à peu près. Alors, l'idée, c'est quand même de montrer l'évolution du paysage, l'évolution... Allô, allô? Vous entendez? Ça va? C'est pas moi qui ai réglé le micro. J'écoute. Allô? C'est mieux? Alors, oui, l'idée c'est quand même de montrer que le paysage évolue en fonction du climat. Et puis le climat récemment fait évoluer le paysage de façon assez triste quand on voit l'état du massif du Mont Blanc. Alors dans un premier temps, voilà une image qui n'a pas été faite par un peintre, ni même ça ne fonctionne pas au niveau de la télécommande. Ben non, ça ne marche pas. Non, je n'ai pas de passage à la diasse suivante, c'est pas possible. Pourtant, tout à l'heure, ça fonctionnait. Voilà. Oui, donc voilà un dessin, hein, je ne vous cache pas, c'est pas une photo de l'époque, datant de 55 millions d'années. Après la disparition des dinosaures, on a vraiment un optimum climatique au début de l'Éocène. C'est la période la plus chaude que la Terre a connue. Hein. Pendant 1 million d'années maximum, on a des températures moyennes, tenez-vous bien, de la planète qui sont à 29 degrés. Aujourd'hui, on est à peu près à 15 degrés, 14 degrés et demi, 15 degrés. Donc un monde totalement différent. Et il se trouve que l'Antarctique a très peu changé de place, donc ça veut dire qu'on est vraiment au pôle sud sur cette représentation. Vous imaginez le climat sur les autres continents. Et puis, on va revenir dans le temps présent progressivement. Alors là, on n'est pas très loin du temps présent, on est à 1 million d'années quand même, par rapport à 55 millions d'années. On commence à s'approcher. C'est le paysage des Alpes, reconstitué par un peintre suisse, une figure qui est visible au Jardin des Glaciers à Lucerne, qui représente la région du lac des Quatre Cantons, il y a 20 000 ans, avec des palmiers. C'est l'époque où les Alpes étaient les plus hautes, 20 millions d'années. 20 millions d'années, oui, j'ai dû dire 20 000 ans, ça va être la dia suivante. Et en fait, la végétation, bon, on la trouve dans les dépôts transportés par les rivières de l'époque, qu'on va retrouver dans la molasse du plateau suisse, qu'on va retrouver aussi dans l'Albanais et sur la région lyonnaise. Donc on a des fossiles de cette végétation, ce qui permet de reconstituer facilement le climat. Et puis, on va faire un bond à nouveau dans le temps, et là, on se retrouve en gros à l'époque de nos grands-parents, hein, si j'exagère un peu. Il y a 20 000 ans, les glaciers s'avancent en dehors des Alpes, pas très loin de Lyon, il y a 20 000 ans, à Genève, c'est sûr, et sur le plateau suisse, voilà une image qui représente, avec le Pilate à droite et le Rigi à gauche, le glacier de la Russe qui vient du massif du Gotthard. Très très belle gravure qui fait 6 mètres sur 2 au Jardin des Glaciers. Le paysage continue à évoluer et on rentre dans une période qu'on appelle le petit âge glaciaire. Et c'est cette période qui nous intéresse parce qu'à la fin du 19e siècle, on est encore un petit peu dans le petit âge glaciaire. Les glaciers étaient encore volumineux, les glaciers de la vallée de Chamonix notamment. C'est là-dessus qu'on va s'attarder un petit peu. Alors le petit âge glaciaire, c'est une période divisée en plusieurs grandes poussées glaciaires. Une origine volcanique en 1256 avec l'éruption du Sabala en Indonésie. Grand refroidissement, donc le XIVe siècle est une période froide, ensuite on est au XVIIe siècle avec une période très très froide également, entre 1610 et 1670, ensuite la troisième période importante c'est quand même le début du XIXe siècle, cette période elle se termine avec des fluctuations des glaciers en 1855-1860, grosso modo. Après les glaciers régressent assez rapidement. Pour la petite histoire, je voudrais quand même préciser que le maximum d'englacement et de froid du début du XVIIe siècle, il est en partie lié à la conquête, entre guillemets, du Nouveau Monde. Les conquistadors ont massacré beaucoup de monde au XVIe siècle. Là-dessus, les maladies se sont installées, transportées par Colomb, notamment la variole. Je parle sur le couvert d'un médecin. Important. Et cette variole et les conquistadors, c'est grosso modo, ça se solde par un peu plus de 60 millions de victimes dans le Nouveau Monde. Ça veut dire qu'on a un abandon des cultures. Et les friches reviennent en place, la forêt reprend ses droits, et à ce moment-là, on a une absorption importante du dioxyde de carbone par la végétation. Et c'est ce qui expliquerait le refroidissement du début du XVIIe siècle, qui est quand même un refroidissement important. Voilà. Comme quoi, l'activité humaine a une très très grosse importance sur le climat. Alors là, à l'époque, là c'est le premier pic de froid, deuxième pic de froid, troisième plutôt, et après 1860, les glaciers régressent beaucoup. La mer de glace, entre 1860 et 70,
elle perd à peu près 800 mètres de longueur, c'est la disparition du glacier des Bois. Ensuite, la mer de glace va régresser beaucoup plus lentement. Au XVIIe siècle, on s'intéressait quand même aux régions montagneuses, on ne savait pas trop ce qu'il y avait, on savait qu'il y avait des glacières, c'était l'ancien mot adopté pour désigner les glaciers, et il y avait aussi des auteurs très intéressants, notamment Jacob Schutzer, qui a rédigé une encyclopédie très intéressante, avec en particulier des animaux ou des êtres qu'on va rencontrer dans les hautes altitudes. Beaucoup y croyaient, évidemment. Moi, j'y crois encore. Je trouve c'est assez sympa de voir ça. Si on pratique la montagne, on a peut-être eu l'occasion de voir des dragons. À voir. Et puis, une date clé, en fait, qui sonne la tranquillité, si je peux dire, là, c'est une plaisanterie, de la vallée de Chamonix, mais c'est le développement du tourisme, avec l'arrivée des premiers Anglais et la pierre aux Anglais que vous avez sous les yeux, Richard Pocock à droite et William à gauche. Voilà. À ce moment-là, évidemment, on a un regain de l'intérêt pour les glaciers de la vallée de Chamonix et en Suisse également. La première représentation graphique d'un glacier, c'est le glacier inférieur de Grindelwald en 1610 à peu près. À Chamonix, c'est arrivé bien après. On a un exemple, des exemples, on en a beaucoup, mais c'est des exemples qui sont des vrais marqueurs. C'est le glacier des Bossons, dont Pascal Tourné a illustré le recul avec des photos actuelles prises du même endroit que des photos anciennes, voire des gravures, des dessins de Lopé, Gabriel Lopé. Le glacier des Bossons, en 1818, qui déborde totalement ces moraines. Les moraines, tout le monde sait ce que c'est des accumulations de cailloux, de sable, de gravier que le glacier a déposé pendant les crues. Ça peut être latéralement, ça peut être au front. Et au glacier des Bossons, on a une grande moraine frontale qui dessine l'extension du glacier des Bossons au XIXe siècle. Là, on est en 1818. La photo du dessous, qui n'est pas une gravure, c'est 2022 à peu près, si j'arrive à voir la date 21, pardon. 2021, et puis la succession, on va pas en passer plusieurs, c'est l'état du glacier au mois de juin cette année, avec un front qui a encore régressé, et en fait on avait une cuvette occupée par un lac au pied de la cascade de glace du glacier des Bossons, cascade de glace que vous voyez ici. On a un lac qui s'était mis en place ici, il a été décidé pour la sécurité des habitants des Bossons de le vidanger, donc l'eau a quand même bien érodé la glace et a transporté beaucoup de sédiments à la surface du glacier. Voilà où on en est, et aujourd'hui on a un glacier qui n'est plus un glacier blanc. On n'aurait jamais cru que le glacier des Bossons pourrait évoluer de cette façon-là. Alors ici, le glacier régresse énormément, on a beaucoup de glace qui est très peu alimentée, on a des cavités qui sont apparues et le substratum rocheux sur lequel glisse le glacier est apparu à plusieurs endroits. Donc on a des véritables petites fenêtres avec des écroulements de glace qui viennent alimenter des cônes d'avalanche. Situation qui n'est pas prête de s'améliorer. Alors si je regarde cette image, on passe à la mer de glace. Là on est en 1820, à peu près 1800-1820. C'est un auteur, Jean-Antoine Link, un excellent dessinateur et peintre, qui réalise des super dessins des glaciers, et notamment de la mer de glace, vue du Montanvert. Là, on est en 1800 à peu près, on n'a pas la date exacte, avec notamment un intérêt scientifique, c'est que la mer de glace, à l'époque, elle n'était pas complètement blanche, comme on l'avait imaginé. Comme certains auteurs avaient écrit, au début du 19e siècle, la mer de glace était totalement blanche, il y avait beaucoup de crevasses, c'est vrai, beaucoup de crevasses, mais elle n'était pas blanche, parce qu'on avait quand même ces fameuses moraines qui sont liées à la confluence des glaciers en amont, Talef, les Chauds entre autres, et les Chauds, mer de glace, comme on va le voir après. Voilà l'exemple de moraine latérale, de moraine centrale, on appelle des moraines médianes en fait, confluence entre la mer de glace, le glacier du Stacul, et le glacier des Chauds. Ce sont des choses que l'on ne voit plus aujourd'hui, puisque toutes ces confluences se sont transformées en une seule zone noire, qu'on a appelée pendant longtemps la veine noire, et la veine noire maintenant constitue l'essentiel de la mer de glace face à la gare du Montanvert. En dessous de la gare du Montanvert, tout est noir si on peut dire. Alors on appelle ça un glacier noir. L'évolution d'un glacier comme ça, c'est en direction d'une fonte programmée d'un glacier, donc un glacier noir. L'extrémité de la mer de glace, donc le glacier des Bois en 1830 environ, toujours réalisé par Jean-Antoine Link, avec un magnifique dessin des séracs dessinés par le glacier des Bois à l'extrémité de la mer de glace, qui a disparu en 1880-90. Il n'y a plus de glacier des Bois à ce moment-là.
Et puis une autre, là c'est une photo, cette fois-ci c'est encore plus intéressant, c'est une daguerreotype de John Ruskin, qui était un artiste aussi, et qui a fait cette photo de la mer de glace qui déborde les rochers des motets. Là où on peut sortir, si on n'a pas peur de marcher, là on peut quitter la vallée blanche avec un hiver bien enneigé aujourd'hui. Donc ça a vraiment une grande valeur, une photo comme ça, parce qu'on voit que le glacier a un mouvement extraordinaire, on a des dépôts, d'écroulements, d'avalanches de glace. C'est très très intéressant du point de vue scientifique. Alors on passe à un autre glacier côté italien, bien sûr, le glacier de la Brome. Le glacier de la Brome qui est le champion, je dirais, du massif du Mont Blanc, du retrait. Entre sa position en 1980 à peu près, et aujourd'hui, le glacier a perdu 2,6 km. C'est vraiment un record. La mer de glace, c'est 1 km, le glacier des Vaussons, c'est 1,2 km à peu près. Argentière, on est à peu près dans le même registre, voire un peu plus, puisque la partie aval est en train de mourir. Ça, c'est ce qu'on appelle la pierre à moulin, qui était un îlot rocheux au 19e siècle et encore jusque dans les années 60-70. D'autres glaciers qui ont disparu, je pense au glacier du Bourjat, dans la face nord de l'aiguille du Goutet, pour ceux qui habitent au pied de l'aiguille du Goutet, dans la vallée de Chamonix. À l'époque, on voyait un joli petit glacier avec du relief, avec un glacier assez tourmenté en fait, bien alimenté jusque dans les années 80-90. Et ce glacier a totalement disparu à partir de la première décennie de ce siècle. Alors, un autre exemple, c'est le glacier des Grands Montets qui n'existe plus du tout maintenant, que voici, du moins ce qu'il en reste, avec l'aiguille des Grands Montets ici, la station supérieure des Grands Montets. Le glacier des Grands Montets qui est en provenance de la Petite Verte, ça s'arrête là, en fait, face au pied de l'aiguille des Grands Montets. On voit tout de suite la différence entre la situation de 1858, photo des frères Bisson, et la situation actuelle de l'aiguille des Grands Montets et du glacier des Grands Montets. Je dirais plutôt feu le glacier des Grands Montets. D'autres exemples, si on voit l'aiguille du Midi, remarquez qu'il n'y a pas l'antenne télévision sur cette photo. Donc c'est la preuve qu'elle date d'avant 1960, à peu près, 65. Ça c'est une des preuves. Par contre, ce qui est assez flagrant, c'est la différence entre aujourd'hui, le pied de l'aiguille du Midi, avec tous les grands couloirs d'avalanche, générait la formation de petits glaciers, parfois assez volumineux, que l'on ne retrouve quasiment plus aujourd'hui, puisqu'au pied de l'aiguille du Midi, on a des grandes dalles rocheuses. Ils ne sont pas du tout... l'alimentation par les couloirs d'avalanche n'est pas suffisante pour que ces petits glaciers puissent se former. C'est l'exemple même du glacier des Pèlerins qui est en train de disparaître. Il est en train de fondre totalement. Alors un autre exemple, photo de 1858 de Bisson avec le glacier rond qui est encadré par le rectangle blanc. On va retrouver sur la photo du dessous, photo assez récente qui date de 2022. Et voilà le glacier rond en 1858 avec, vous remarquerez, des gros séracs qui se sont formés au milieu, chose qu'on n'a plus aujourd'hui puisque le glacier rond présente une partie très très lisse. Une photo qui date de 2022 ou de 2022 plutôt, donc ça n'a pas beaucoup changé. On a énormément de cailloux qui apparaissent. Donc des petits glaciers suspendus en altitude qui disparaissent. Vous voyez le glacier rond inférieur, son état en 1860 à peu près, 58. Là maintenant, on a juste un petit bout de glacier au pied des couloirs d'avalanche. À Chamonix, on a également, en glacier d'Argentière, une photo prêtée par les amis du Vieux-Chamonix, où on voit le glacier des Rognons avec l'aiguille des Grands Montets. Regardez la différence entre l'aiguille des Grands Montets de 1897 et l'aiguille des Grands Montets en 2021. Là, c'est flagrant, on a une pyramide de rochers, tout simplement. Le glacier des Rognons est en train de fondre de toute façon assez alarmante. En fait, ça vient de la remontée de la limite des neiges éternelles, ce qu'on appelle la ligne d'équilibre glaciaire. On ne va pas développer à ce sujet-là. Le glacier d'Argentière a énormément perdu en épaisseur et le glacier des Rognons est en plein recul actuellement. Cet îlot rocheux bien connu des skieurs, pardon, au Grand Montet, va bientôt ne sera plus isolé par la glace. Voilà aussi un exemple, Pascal, je marche un peu sur ta plate-bande parce que tu avais des photos du glacier de Talef. Donc, bon, j'en mets une quand même. Glacier de Talef en 2023, glacier de Talef en 1910. On a une confluence à l'époque, une confluence qui était encore plus flagrante sur les photos de Bisson.
Et aujourd'hui, on assiste à un collapse, j'appelle ça collapse, c'est un terme qu'on commence à utiliser, des langues glaciaires qui s'effondrent sur elles-mêmes en quelque sorte, par manque d'alimentation. Je prends l'exemple du glacier de Trait-la-Tête, c'est un exemple absolument flagrant, tout comme le glacier de la Brame, c'est un retrait extrêmement rapide, mais surtout une fonte sur place de la partie aval du glacier. Voilà le glacier en 2023, comparé à 1930, avec un royaume rocheux qui est apparu et qui coupe le glacier, qui finalement correspond à la fin du glacier. Aujourd'hui, on est là. À l'emplacement qu'on appelait les séracs de Trait-la-Grande, il y a encore une cinquantaine d'années, voire un peu plus. Voilà, on retrouve l'emplacement de ce royaume rocheux qui est apparu maintenant et qui correspond à la limite du glacier aujourd'hui. Glacier de la Brame, on en a un petit peu parlé, c'est une photo qui a été prise après 1920, parce qu'on aperçoit le tracé de l'écroulement rocheux venu du grand pilier d'Angle, qui a totalement recouvert de débris la surface du glacier, et à ce moment-là, le glacier a été recouvert par des débris rocheux, ça l'a protégé de la fusion pendant plusieurs dizaines d'années. Voilà la situation actuelle que l'on a vue d'ailleurs tout à l'heure. Et puis le glacier de Benassé est quand même très intéressant. Le glacier de Benassé débordait complètement en amont du village de Benassé, en amont du Crozat, dans les années 1850-1860. C'est une photo exceptionnelle de Jean-Marie Ferrier, un photographe qui a réalisé beaucoup de clichés des glaciers dans les Alpes. Et là, toute cette partie-là maintenant est dans la forêt. On retrouve la cascade au pied de laquelle le chemin passe et grimpe sur cette moraine aujourd'hui. Et voilà la situation d'aujourd'hui du fond de la vallée de Benassé. Pas tout à fait le même angle pour la photo, mais on voit quand même l'emplacement du glacier avec sa grosse moraine que l'on aperçoit, moraine latérale droite. Et puis une déglaciation des parois. J'allais bientôt finir, je pense que tu as patience, Michel, je crois. Bon. Ce qui va rester dans le timing. 1940, la façon du Portalet, et pourtant en 1940, les glaciers régressent énormément, c'est une décennie de recul très important des glaciers. On a encore une face nord glaciaire, c'était les pentes écoles. Les guides du Val Ferret emmenaient leurs clients qui apprenaient à grimper, à monter sur des parois glaciaires, sur cette face nord, une petite face nord qui fait 300-400 mètres de hauteur. Et voilà l'exemple de la face nord du Portalet en 2020. Voilà, donc qui veut y aller, y va à ses risques et périls. Alors en hiver, ça doit se faire encore qu'il faut beaucoup de neige pour un névé qui soit de la glace, qui soit installé là-dedans, pour que ça redevienne une face nord glaciaire. Donc c'est un tas d'éboulis que l'on aperçoit au pied du glacier. Je pense. Voilà. Voilà, le glacier d'Orny au pied de la face nord du Portalet. Et voilà l'autre exemple du glacier d'Orny. C'est une photo couleur, je pense que c'est une diapo, date de 1940 en fait. Le glacier d'Orny est encore assez volumineux. On voit bien la face nord du Portalet qu'on aperçoit en haut de l'image. Et voilà la situation d'aujourd'hui. C'est l'image venir, voilà. Le glacier d'Orny en 2022. Pareil, chaque fois le glacier perd un peu chaque année, un petit peu plus, et surtout tous ces glaciers se couvrent de plus en plus de débris rocheux. C'est assez flagrant maintenant. Je prends l'exemple du glacier de la Gria au pied de l'aiguille du Coutet. Ce n'est qu'un pierrier, donc il n'y a plus aucune alimentation à ce niveau-là. Et puis l'évolution des grandes parois due aussi au réchauffement, en partie au réchauffement. La face ouest des Drues. Photo de droite, c'est une photo de Bisson 1860. Alors, j'ai toujours un doute si c'est 1858-1860, mais il y a des connaisseurs qui pourront me le repréciser. La paroi a peu changé en l'espace de 70 ou 80 ans, et c'est surtout à partir des années 97, premier écroulement important, et 2005, disparition du pilier Bonatti. Là, on a un changement environnemental de la paroi qui est assez extraordinaire, suite à la dégradation du sol gelé en altitude, ce qu'on appelle le permafrost. Le volume de la... Oui, tout à fait. Pascal me fait remarquer que le volume de la calotte glaciaire sommitale de la Verte, le sommet de la Verte était à la même altitude sur les Narettes, par contre, sur les pentes versant nord, versant Mont-Blanc, c'est ici, on a une grande disparition de ce volume de glace. Regardez les barres de sérac que l'on aperçoit dans la partie amont de l'arrêt des Grands Hôtels.
Et puis toujours une photo de Pisson qui est absolument superbe avec le glacier de Thalèves. Et c'est cette fameuse moraine médiane qui prenait naissance, qui s'enracinait à la base du jardin de Thalèves. Le jardin de Thalèves portait bien son nom, un îlot complètement isolé des glaces à ce moment-là. Alors il y a des datations qui ont été faites sur les roches moutonnées, dans ce secteur-là. Ils ont grosso modo une trace d'un glacier qui a redébordé en partie du moins, sur le jardin de Thalèves il y a 8000 ans. Voilà, pour terminer sur des images intéressantes de l'évolution des sommets, c'est un recadrage de la photo de Pisson. Vous avez à gauche le pilier Bonatti au sommet de la face ouest des Drus et dans le pavé rectangle blanc à droite, le pic sans nom. Le pic sans nom, la photo du bas représente le pic sans nom toujours dans un cadre blanc de nos jours, il y a quelques années, avec l'emplacement du pilier Bonatti qui a disparu ici. Grande tache grise, grande tache claire. Et l'évolution du pic sans nom, on va s'attarder un peu là-dessus, c'est qu'à partir de 1860, on a encore un doigt sommet qui existe, qui s'est écroulé par la suite. Écroulement en 1894, certainement un séisme, et puis l'autre séisme qui a sonné le glas de la totalité du sommet du pic sans nom, c'est en 1905. On a beaucoup de maisons argentières qui ont été fissurées, et on peut encore trouver les maisons fissurées argentières. C'est les séismes comme on les connaît à Valorcy, c'est la faille de la Rimua, qui est une faille qui bouge, qui coulisse, et donc ça génère pas mal de tremblements de terre. Voilà la situation de la haute montagne. Alors, à nouveau, une ou deux images pour terminer. La mer de glace en 1868, photo d'Adolphe Braun. On voit bien le glacier très tourmenté, très crevassé, c'est assez exceptionnel. Et la mer de glace en 2023. Alors, c'est ces deux images que j'ai utilisées pour la couverture du dernier petit livre que j'ai fait. Sauf que pour l'image de droite, j'ai gommé sous Photoshop les carreaux, il y en avait trop. Et un autre exemple d'une peinture de Gabriel Lopé qui daterait de 1874 apparemment, d'après Anne Friand. Et on voit parfaitement le glacier de Zmout, le glacier de Furgen ici, et le glacier du Gorner, avec le Riffelhorn. Riffelhorn, c'est un sommet rond que l'on aperçoit quand on arrive à la station Riffelhorn, quand on va au Gornergrat avec le chemin de fer. Et pour la petite histoire, au sommet du Riffelhorn, on est dans des vieux gneiss, on est même dans d'anciens terrains volcaniques en fait, qui ont été métamorphisés en profondeur. Toute une histoire complexe de la géologie du Valais. Là, on a des stries d'origine glaciaire. Ça veut dire que le sommet du Riffelhorn a été sous la glace, tout comme le Gornergrat, il y a à peu près 20 000 ans. On avait un plateau glaciaire il y a 20 000 ans qui culminait à 3200 mètres sur Zermatt, au pied du Cervin. Là, on voit bien le glacier de Furgen qui a fondu comme une peau de chagrin. Vous voyez la situation. La photo n'est pas de très bonne qualité. Vous voyez ce qu'il en reste aujourd'hui. Le tableau fait 4 mètres de haut sur 3 mètres de large. Ah bon, on n'est pas loin de la taille avec ces écrans. C'est à peu près, oui, comme sur l'écran. À peu près. Il sera exposé l'année prochaine, en 2025, à la prochaine exposition concernant Gabriel Lopé, au musée de Mâcon. C'est beau, ça. Très beau, très beau. Et ça laisse rêveur quand même. Rêveur d'un temps révolu. Et puis ben voilà, pour conclure, parce qu'il faut quand même conclure qu'on est quand même dans un changement environnemental qui est induit par le changement climatique, par un réchauffement que l'on n'est pas capable apparemment de maîtriser. On a beaucoup parlé avec Jean Jouzel justement. Comment maîtriser ce réchauffement climatique? Aujourd'hui, on en est incapable. On le constate, c'est tout. On est capable de le constater, de dire nous allons prendre des mesures. Nous allons prendre des mesures, c'est une phrase qu'on entend depuis une vingtaine d'années, parmi nos dirigeants et parmi les acteurs de l'économie. Le réchauffement est atteint quand même 1,2 degré depuis 140 ans, et la part humaine est d'1 degré. Et l'augmentation des gaz à effet de serre montre bien que le climat va continuer à se réchauffer. On pourrait être à plus 3 degrés, donc plus 3 degrés depuis 1900, en gros 1890, d'ici la fin du siècle. Là, c'est dramatique. Les glaciers alpins disparaissent totalement. Alors, une chose, pour terminer, qui est intéressant, c'est quand même de dire que les glaciers des Alpes, actuellement, ne sont pas du tout en équilibre avec le climat. Ça veut dire que les étés qu'on a depuis une vingtaine d'années, une dizaine d'années surtout, sont des étés beaucoup trop chauds pour que les glaciers puissent vivre et subsister. Donc, automatiquement, ils sont condamnés à disparaître.
Voilà, prochaine glaciation, si ça peut remonter le moral, c'est dans 40 ou 50 minutes. Soyons patients. Voilà, je vous remercie. Et puis je vais passer la parole. Merci Sylvain pour cette présentation tout à fait réaliste mais vraiment préoccupante qui montre que l'évolution des glaciers n'est pas simplement un phénomène cyclique mais est directement lié à l'activité humaine. En tout cas, c'est une condamnation à mort qui remplace la dangerosité des glaciers tels qu'on l'apercevait dans les livres. Et cette dangerosité est remplacée par d'autres dangers que sont les chutes de pierre. Et c'est vraiment préoccupant de voir que les glaciers vivent, mais la vie en montagne est également perturbée par cette fonte des glaciers. Et je dois dire, j'ai aperçu tout à l'heure Angélique Brie, qui était dans l'assistance et qui est géographe en Norvège, et qui, il y a une dizaine d'années, avait attiré notre attention sur la fonte du permafrost. Déjà à une époque où cela paraissait un concept de scientifique, alors que maintenant c'est devenu vraiment une réalité. Donc merci à elle de nous avoir éclairé sur ce sujet à l'époque. Donc là, on va traverser les montagnes, sans neige peut-être, sans glacier, pour nous retrouver en Italie, au fort de Bar, pour faire le lien entre l'aspect scientifique de l'évolution de la montagne et des glaciers, et puis l'aspect patrimonial et artistique que cela représente dans l'imaginaire. Donc, Ornella Baderi, qui est la présidente du fort de Bar, va présenter son travail sur le Mont Blanc et va nous expliquer un peu ce qu'est l'action du fort de Bar pour essayer de conserver la mémoire de ce patrimoine. Merci et bonjour. Je présente le fort de Bar. Le fort de Bar, c'est une forteresse qui est en bas en vallée d'Aoste. C'est une forteresse qui a été transformée d'un équipement militaire dans un équipement de culture. Et ça serait ce que devrait être dans toutes les forteresses du monde. Et l'exemple, peut-être, qui doit être suivi, ce serait mieux pour l'humanité. Mais ce serait mieux, même pour l'humanité, de se pencher encore une fois sur la situation des glaciers, mais aussi sur la situation de la culture. Et mettre les glaciers et la culture ensemble, ça peut servir pour faire quelque chose afin que notre grands décideurs puissent décider effectivement de faire encore quelque chose. Pas avant qu'il fuisse trop tard, mais avant qu'il fuisse la fin. Parce qu'aujourd'hui, on est déjà au-delà du point de la fin. L'association Fort de Bar a la valorisation de la culture de la montagne comme point central de son activité sous tous les points, sous les divers profils géologiques, géographiques, historiques, artistiques, ethniques et environnementaux. Donc, le Fort de Bar, c'est le lien entre aussi la science, l'art et l'éducation. Qu'est-ce qu'il a fait dans ces derniers ans, le Fort de Bar? Le Fort de Bar, depuis le 2019, est en train de suivre un projet important. Le projet s'appelle l'Adieu des glaciers. 2019, c'était pas encore si évident et pas si photographique la perte, la fonte des glaciers, mais ça commençait à se faire connaître. Donc, le projet il est né comme documentation du moment de la première crise forte des glaciers, mais aussi de l'autre côté comme un témoignage d'un passé glorieux, d'une récolte de documents inédits. Vous avez vu beaucoup de photos et d'estampes d'un temps qui était, mais aussi de collecte d'histoires, de documents, de biens, d'histoires. Je fais un exemple, l'histoire des piolets traction, des piolets pour aller à la montagne. On a même recueilli ça. Et pourquoi on l'a fait? Parce que tous ces objets, tous ces biens, ce sont un patrimoine visuel qui démontre une mémoire qui doit être aussi cultivée.
Le glacier, c'est pas seulement une chose à voir, comme nous avons vu ici, mais c'est aussi une réserve de vie, parce qu'il y a de l'eau, qui conserve l'eau. L'eau, c'est un bien qui va être utilisé dans l'économie, mais c'est un bien pour vivre dans des lieux bien plus lointains. Les glaciers des Alpes, ils portent l'eau jusqu'à la mer, ils portent l'eau à l'agriculture. Donc, il faut les conserver, bien sûr. Ils sont aussi une exploitation qui est toujours pas en crise, mais en contestation, toujours entre la conservation et l'extrémisme de la conservation, et de l'autre côté, l'extrémisme de l'exploitation. Il y a le risque de perdre l'existence de ce monde à d'une vitesse trop élevée. Il faut donc s'appliquer pour faire ainsi que les glaciers soient conservés, mais soient aussi conservés pas seulement pour faire voir les glaciers, mais aussi pour les conserver pour faire vivre l'homme. Le projet a mis ensemble des institutions très importantes du point de vue culturel, telles que notre surintendance aux biens culturels, les grands musées qui ont dédié à la montagne leur activité, tels que le musée de la montagne de Turin, des archives privées, et de l'autre côté des institutions scientifiques. Fondazione Montagna Sicura, la cabina di regia dei ghiacciai valdostani, l'Université de Turin, ARPA, le parc du Grand Paradis, le comité glaciologique d'Italie, l'Université Ca' Foscari de Venise et le musée de Trente, le musée de Trente. En Vallée d'Aoste, on a créé un réseau qui travaille d'un côté sur la science, sur l'analyse des glaciers, de l'autre côté le Fort de Bar qui va faire de la divulgation, mais aussi il va conserver, parce qu'on est en train de perdre les glaciers. Mais vous voyez les photos, et vous savez que les photos qui sont chez vous sont en train de se perdre, parce que la chimique des photos est en train de se manger les photos. Donc, nous disons toujours qu'on perd les glaciers, mais on perd même la mémoire des glaciers. Quelque chose de très important. C'est pour cela qu'on a aussi restauré beaucoup de documents, beaucoup de photographies pour les conserver et pour les rendre à notre neveu. Donc, en Vallée d'Aoste, on trouve, c'est une petite région, on trouve 34 sommets qui sont plus de 4000 mètres. Je n'ai pas mis le Mont Blanc en tant que pas de mètre dans une diatribe. Le Fort de Bar, c'est pour éliminer les frontières. Donc, c'est à tous. Et il y a 120 km² de glaciers et 184 glaciers. On perd maintenant le 2% des glaciers par an. Le 2%, c'est une quantité extrêmement importante. Ça veut dire qu'il n'y a pas 50 ans et il n'y aura plus de glaciers. Donc on pourra être plus mémorisé, rien de ça. On vivra dans un autre monde, il y aura du verre, j'espère jusqu'à un eau, peut-être pourra être un désert. Le Fort de Bar, avec la dieu des glaciers, a voulu partager avec son public cette inquiétude face au changement climatique, ses experts. Et utiliser le lien entre la reproduction artistique, photographique et picturale et la science. Donc, il a monté des expositions depuis le 2020 avec le Mont Rose, puis le Mont Cervin, puis le Grand Paradis et le Mont Blanc pour dernier. Et maintenant, il travaille à une nouvelle publication sur les Alpes et sur une réflexion sur ce que sera le demain des Alpes. C'est un volume que malheureusement nous n'avons pas eu la force de le présenter ici, mais sera présenté au mois de septembre en Vallée d'Aoste. Et mettre ensemble l'art, mettre ensemble la science en présentant la documentation de ces recherches, pour nous a été très important. Vous trouvez dans ces livres
soit l'aspect iconographique des photos, mais soit de l'autre côté le repère de toutes les expériences qui ont été faites sur les montagnes de la vallée d'Aoste. Et il y a des fiches pour chaque expériment qui ont été accomplis. Et donc c'est un livre à double face, d'un côté iconographique, artistique, de l'autre côté scientifique. Il est aussi intéressant de comprendre comme les glaciers étaient toujours une destination pour l'étude scientifique. Il faut se rappeler que les grandes découvertes en montagne ont toujours été accompagnées d'analyses scientifiques. Vous savez qu'on a monté les montagnes pour les mesurer, pour voir comment on pouvait vivre dans l'air plus rarefaite à notre montagne. Et surtout, sur toutes les montagnes, on trouve des observatoires scientifiques. Vous commencez par l'observatoire qu'il y a sur le Mont Rose, la cabane Regina Margherita, 4600 mètres à peu près. Et c'était un observatoire qui a été bien même inauguré par la Regina Margherita dans le 1884, avec un passage périlleux. Et puis, il faut continuer. On va sur le Cervin, on trouve le laboratoire Testa Grigia. Là, il a travaillé même le grand scientifique Fermi de Rome. Et l'équipe du CERN de Rome est encore en train de travailler dans ce laboratoire. Maintenant, c'est plus facile de travailler à cette altitude parce que ça fait beaucoup avec les communications télématiques. Et puis, si nous voulons rappeler même le Mont Blanc, l'observatoire Janssen, qui est devenu l'observatoire Vallot, et puis encore, à propos du Mont Blanc, je veux rappeler une petite surprise qu'on a trouvée quand on a fait ce livre. Même le tunnel du Mont Blanc a été utilisé par les scientifiques pour étudier et pour faire des recherches. Le garage 25, on passe maintenant devant, je pense que personne ne se rappelle ou personne ne connaît que là, il y avait des scientifiques de Turin et de Moscou qui étudiaient la chute des étoiles dans le tunnel du Mont Blanc. Ça, c'est la mémoire qui vient quand on fait des recherches. Eh bien, vous avez vu comme les scientifiques utilisent la comparaison entre photos, la photo d'une fois et la photo d'aujourd'hui, pour analyser. Et c'est pour cela que même nous, on a lancé une campagne il y a deux ans, pour la science des citizens. Citizen Science, on a demandé avec l'école, l'université de Ca' Foscari de présenter, et que soit les alpinistes présentent les photos pour maintenir la trace de ce qui arrive aux différentes glaciers. Donc on propose une photo d'un glacier d'une certaine position et on demande à ceux qui vont en montagne à reproduire les photos et les rapporter au centre qui les étudiera. Donc vous voyez qu'encore une fois, une institution culturelle comme le Fort de Bar, mais une université comme Ca' Foscari et même un simple citoyen alpiniste peut être utile à la science. Et comme entre les différentes découvertes qu'on a faites dans cette période sur lesquelles on a travaillé encore toujours pour présenter à notre public la montagne, on a récupéré même la connaissance d'un grand glaciologue valdôtain, Umberto Monteri, qui a travaillé sur le Mont Rose et qui a fait de grandes découvertes sur l'érosion des glaciers, en tant qu'il a même étudié l'érosion du Sahara. Et nous avons découvert dans notre fouille la mémoire d'un film très intéressant dans lequel M. Monteri représentait comme les photos des glaciers qui étaient évolués par le vent et par l'eau représentaient la même chose des
des rochers dans le Sahara de l'Algérie. Donc vous voyez qu'encore une fois, la mémoire se sert pour faire connaître les choses. Et puis, je pense qu'entre notre travail qui a été fait avec Anne Friand a été très intéressant, c'est de présenter les merveilleux glaciers de Loppé en Italie, à Val d'Aoste, au Fort de Bar. Vous voyez que même, on a parlé avant du Cervin, ce Cervin qui est très grand, un Cervin de 4 mètres, et le Fort de Bar, il est très fermé, mais il est entré, il a été exposé dans la chapelle pendant 4 mois. Puis il nous a laissé parce qu'on ne pouvait plus le tenir, mais on a eu l'exposition des tableaux de Loppé pendant 1 an et demi. Là, ça a été très important pour faire voir comme l'importance, la puissance des glaciers aux Italiens. Et je suis très fière d'avoir porté, je remercie toujours Anne pour ce travail que nous avons fait ensemble. Eh bien, donc, une institution culturelle qui travaille et qui relie ces moments pour préserver la mémoire des glaciers, et même aussi, et cette année on a suivi même un autre projet, l'Ice Memory, qui l'a fait comme toujours. C'est un grand projet qui va porter des carottes de notre grand glacier, soit des glaciers italiens, des glaciers français, suisses et même de tout le reste du monde, dans l'Antarctique, pour les conserver, pour les études, pour conserver pour les prochaines générations. Donc, tous ensemble, on est en train de travailler le plus possible sur ce thème. Et il faut même rappeler que dans les glaciers, il y a la mémoire des personnes qui sont passées sur les glaciers, qu'on n'a pas trouvé tout de suite parce qu'ils sont tombés dans les glaciers, mais même de quelque chose d'autre. Il vient d'être découvert en Vallée d'Aoste, sur le Lyskam, dans la vallée du Lys, dans la vallée de Gressoney plus connue, d'une marmotte qui a 6600 ans. Et ça semblait une marmotte morte et séchée, c'était une momie, et il avait 6600 ans. Donc je pense que les glaciers dans leur fonte iront encore nous donner du matériel qui va être étudié. La marmotte, vous la pouvez voir au musée de Saint-Pierre, au Vallée d'Aoste. Et donc, je termine en disant et en vous invitant à venir au Vallée d'Aoste, venir au Fort de Bar. Merci. Merci Ornella, merci au Fort de Bar de proposer ces connexions entre l'art et la science. Ce qui nous permet, ce qui vous permet de préserver le patrimoine, d'entretenir la mémoire et surtout de maintenir la vie et surtout de nous faire réfléchir sur l'avenir. Au Fort de Bar, il y a eu l'année dernière donc une formidable exposition consacrée à l'œuvre de Gabriel Loppé, et Anne Friand était le commissaire de cette exposition, qui était tout à fait instructive, parce que d'abord, c'était une plongée dans la beauté du monde, le monde de Gabriel Loppé, mais aussi le monde de la montagne, et puis c'était surtout une façon de mieux connaître cet artiste, mais aussi de mieux connaître quel était l'état de la montagne à cette époque. Merci Michel. Merci à Sylvain pour cette approche scientifique, à Ornella pour l'approche à la fois scientifique et culturelle. Et maintenant, avec Pascal Tournaire, on va présenter une approche qui sera à la fois cartographique, photographique et artistique, grâce à Gabriel Loppé et aux photos magiques de Pascal. Nous attendons le diaporama qui ne saurait tarder. Alors, en attendant, ce que je peux vous dire, c'est que pour Gabriel Loppé, donc, qui est un peintre, qui a été le premier peintre alpiniste, pour ceux qui ne le connaissent pas, né en 1825, mort en 1913, c'est le premier à, quand on dit peintre alpiniste, il a peint au-delà de la limite de végétation. C'est la différence avec les peintres
des périodes précédentes et ses contemporains aussi, qui ne peignaient pas encore sur le glacier et sur la neige. Gabriel Lopé était alpiniste et donc il montait au plus près des glaciers, de la neige, de ces territoires qui étaient à l'époque complètement isolés et totalement inconnus, puisque la photographie n'en était qu'à ses balbutiements et la plupart, le commun des mortels, ignorait totalement ce qui pouvait se passer au-delà de cette limite de végétation. Voilà, on a un détail d'un tableau de Lopé dans les Séracs du Géant, qui est un tableau qui est au Majestic, un tableau des amis de la collection des Amis du Vieux Chamonix, un immense tableau, on peut dire un tableau monumental, il fait 4 mètres de haut sur 3 mètres de large, il est dans la salle Bouillette, dans le centre de congrès du Majestic, on ne le voit pas souvent, et ça c'est un détail, ce sont les 3 personnages, dont une femme au milieu, qui est mon arrière-grand-mère, Aline Lopé. Ce qui est impressionnant, c'est de voir que les alpinistes à l'époque, ils n'avaient pas le choix, hein, c'est sûr, mais ils s'engageaient vraiment sur des glaciers très crevassés. Et aujourd'hui, peu, en fait, acceptent de faire ça. Là, c'est à peu près au même endroit. C'est Christophe Profit devant le célèbre guide avec un client. Et il ouvre l'itinéraire pour l'hiver. Mais bon, la vallée blanche passe un peu plus à gauche, la vallée blanche classique. Il est encore possible donc d'aller s'aventurer sur ce type de terrain dès l'instant où on maîtrise très très bien les techniques de sauvetage. C'est un des avantages de ce réchauffement climatique. Pour ceux qui n'ont pas à quoi assimiler le mouflage, c'est qu'on n'en aura bientôt plus besoin. Là, c'est une vue donc du glacier des Bossons. Je suis placé avec un drone à peu près, enfin oui, au même endroit que Lopé avait fait sa peinture. Et on compte, cette photo à droite a déjà bien 3-4 ans. Ça va encore accélérer, bien sûr. Et à gauche, c'est 1886, il me semble, au mois d'août. On voit l'épaisseur au niveau donc de l'épaule du Taku, tout en haut, on voit très bien que, bien sûr, le front du glacier recule, mais l'épaisseur du glacier diminue énormément. Là, on voit l'empreinte donc du glacier des Bossons. Dans les années 70-80, le glacier était présent là et on allait faire de l'école de glace. Là, une photo qui doit dater de 1895 à peu près, parce que c'est la sœur de ma grand-mère, la petite fille, Gabrielle Guigues. Et la dame à côté, c'est la femme de Lopé, la deuxième épouse de Lopé, Elisabeth Eccles, la sœur de James Eccles. Donc elles sont au Brévent, pour ceux qui connaissent, avec derrière le panorama sur la jonction, la montagne de la côte et les glaciers des Bossons à gauche et de Tacona. Tacona qui était un peu l'alter ego des Bossons. Hein. Et là, on voit très bien la régression. Maintenant, on a ces 3 bras. Sylvain, tu peux peut-être nous en dire quelque chose. Le glacier de Tacona que l'on voit à droite sur la photo de Lopé, c'était un système de confluence en fait entre une branche glaciaire venant du pied du dôme du Goûter, venant des Grands Mulets, et une autre, la plus importante d'ailleurs, un peu comme aujourd'hui, une autre branche glaciaire qui vient depuis les séracs du dôme du Goûter. Et en fait, ces séracs, maintenant, ça donne lieu à des mesures faites chaque année. On a une petite cuvette en amont, peut-être puiser un petit peu, une petite cuvette dans ce secteur-là. Voilà. Vous la voyez? Voilà. Dans ce coin-là, ici à 3450, 3500 mètres, il y a un forage réalisé chaque année, un carottage, et ils font des mesures de la température de la glace. Et en fait, ce glacier, qui est un glacier froid, donc en dessous de 0 degré, collé au rocher, va devenir un glacier tempéré. Il n'y a plus qu'1 degré de température à la base, alors qu'il y avait 3-4 degrés il y a 20-30 ans. Et si le glacier devient tempéré, ça va générer de l'écoulement d'eau sous le glacier, et provoquer d'énormes avalanches de glace, d'énormes glissements en masse qui pourront atteindre le paravalanche, non pas le paravalanche, mais le bassin de réception de Tacona que l'on voit en bas de l'image. C'est pas pour rien que ce bassin de réception a été fait. Donc c'est beaucoup étudié. Voilà l'exemple d'un glacier en fort retrait, et on s'aperçoit aussi que face au rocher des Grands Mulets, on a plus tellement de névé, on n'a que de la glace, beaucoup de crevasses. Ça devient assez préoccupant. Voilà, c'était sous ce petit aparté sur l'état du glacier de Tacona. Si certains d'entre vous ont une maison en bas,
Il est encore temps de négocier avec un agent immobilier. C'est pas ce qui manque. Alors ça, oui, c'est un extrait d'une carte qui doit dater d'après la Deuxième Guerre, je ne sais pas, des années 50 ou 60. Il y avait encore, en haut de la jonction, il y avait encore un endroit qui s'appelait la cabane à Lopé, ou la pierre à Lopé, où Lopé s'installait pour peindre, et c'était le point de passage des alpinistes aussi, donc c'était un bon spot commercial pour vendre ces toiles. La jonction, un tableau de Lopé à gauche, l'amas de glace entre les Bossons et le Tacona est assez impressionnant, effectivement. Et donc les deux îlots rocheux sur lesquels sont posés le refuge des Grands Mulets, bien sûr, décompressent dès l'instant où le glacier recule, et ça provoque énormément d'éboulements. Et encore lui, Christophe Profil, il a l'habitude de monter là assez tard en saison, et ça devient très compliqué de passer d'approcher le refuge, car les pierres qui descendent de ses faces sont en équilibre, prises dans la glace, et ce sont elles un peu qui sont on est dans leur trajectoire, et le danger vient de leur désenglacement, et voilà, on est les cibles. C'est le 30 août 1888. On est vraiment à la fin de l'été à gauche. C'est impressionnant la masse de glace et de neige. Donc là, c'est encore à l'approche des Grands Mulets. Voilà, différentes époques. Donc ça, c'est Lopé. Ça, c'est à peu près dans les années 1885, je pense. Les glaciers ont été une source d'inspiration constante pour Lopé, du fait de leur changement constant également. C'est-à-dire, ce n'est jamais le même relief, c'est jamais le même climat, ça n'est jamais la même température et jamais la même lumière, ce qui est important pour un peintre. Donc c'était une source d'inspiration constante. Oui, les Grands Mulets. Tu nous montres les Grands Mulets. Voilà. Ouais. Et la partie la plus délicate, donc, c'est le franchissement de cette confluence entre les deux glaciers. Il faut dire que les glaciers, à cette époque-là, c'était un des paysages les plus représentés par les artistes depuis la découverte des Alpes. Mais c'était vu d'en bas, vu de l'extérieur, et Lopé s'y aventure. Ça, c'est une photo, je ne sais plus de qui est cette photo. C'est pas Charnot, je crois pas. Je crois pas que ce soit Charnot. Sous le glacier, sous les rochers, les Grands Mulets encore, le même... Alors l'intérêt, c'est toujours spectaculaire aujourd'hui, et l'intérêt dès l'instant où il n'y a plus la couverture neigeuse, bon, le danger est très limité, donc on peut vraiment aller se balader là-dedans, avec des crampons bien sûr, avec ou sans corde d'ailleurs, c'est pas franchement une aide. C'est vrai que c'est très spectaculaire, et dès l'instant où on voit les crevasses, bon, le danger est limité. Donc là, ça c'est en juillet, début juillet 2022, avec Christophe Profil, quand on a voulu faire une ascension du Mont Blanc à la façon de Lopé, en partant à pied de Chamonix et en passant donc par cette voie historique des Grands Mulets. Et là, voilà la cabane des Grands Mulets, une photo des frères Charnot. Les frères Charnot étaient des photographes de Genève qui étaient installés place Bel-Air à Genève, 3 frères. Cette photo, bon, vous voyez qu'il y a une petite préparation quand même pour la photo. Il y en a un qui est pris en train de boire du vin à la bouteille. Je pense qu'il y a toute une petite mise en scène qui a été faite. Chacun pose, mais on voit l'étroitesse quand même de la première cabane des Grands Mulets, qui faisait 2 mètres de profondeur sur 4 mètres de long, en pierre sèche, doublée de bois. Et on aperçoit les nombreuses traces, c'était quand même très fréquenté, malgré la présence de ces crevasses monstrueuses. Vous allez voir les photos suivantes. Bon, là, c'est une autre approche, hein, c'était pour aller changer les cartes mémoire de Luc Moreau qui fait des time-lapse depuis le refuge. Donc, c'est beaucoup plus direct, mais ça reste en hiver. Donc là, on voit l'hiver, on a un petit peu la couverture glaciaire de l'époque. Enfin, c'est de la neige, mais
Ça ressemble. Là, on voit donc la même pente avec le nouveau refuge. Et bien sûr, maintenant, c'est devenu une piste de ski. Donc c'est fabuleux. Cet itinéraire-là, il est beaucoup emprunté au printemps. En fin de saison, ça commence à être un peu plus délicat, mais en tout cas, on n'a plus ces gouffres monstrueux, ce qui était le cas à l'époque de l'OP. Donc l'été. Et aujourd'hui, on a tendance plutôt à aller attraper cette arête nord du dôme, qui est un peu plus technique que la voie historique qui passe sous les séracs et qui est exposée bien sûr à leur chute. Alors à la descente, on passe, surtout à ski, on passe très vite, mais à la montée, on est exposé pendant 1 heure. Mais voilà, je voulais montrer les photos de l'OP là, et on voit que, bah oui, les gens, mais ils y allaient quand même, ils y allaient malgré les crevasses. C'est une photo de 1890 où ils arrivaient à négocier les ponts de neige, en fait, ils les trouvaient... Oui, on voit 2 traces qui partent des Grands Mulets, une à gauche et une à droite. La montagne évolue, alors certaines phases comme le Mont Blanc du Tacu nous l'a rappelé, là voilà, c'est très dangereux parce qu'ils sont de plus en plus raides. De temps en temps, il y a encore des chutes de sérac, il y a eu un drame là. Mais globalement, l'approche glaciaire est beaucoup plus facile qu'à l'époque. La famille de Lopé, donc au balcon, c'était la famille de Lopé au balcon, les petites filles, sa femme, sa fille. Un grand tableau encore des Amis du Vieux Chamonix, leur collection qui est au Majestic, toujours au centre de congrès de Chamonix. Donc le glacier des Bossons, sous le refuge, sous les rochers des Grands Mulets, que l'on aperçoit en haut à droite, et l'aiguille du Midi, que Sylvain remarquera, qui n'est pas équipée. Et on voit, au Majestic, on a l'impression... On a tendance à imaginer qu'il a un petit peu exagéré quand même sur la taille du personnage. Mais on voit qu'à peine au-dessus, quand on va vers le Mont Blanc, on retrouve ces différences d'échelle. C'est vrai que ces crevasses, elles sont énormes et à l'époque d'autant plus. Oui, il paraît qu'il y avait une grande faille, c'est ce que je vous disais l'autre jour dans le bouquin de Charles Durier, Le Mont Blanc de 1877. Il dit qu'il y a une très grande faille qui va du haut de la jonction jusqu'au rocher des Grands Mulets. Une énorme faille qui fait une crevasse immense et qui est très difficile à... Il y a des années où ils ont du mal à la franchir sans une grande échelle. On retrouve ça un peu sur les glaciers himalayens comme l'Icefall, la cascade de glace à l'Everest. Mais c'est équipé par les Sherpas. Là on change de glacier. On aperçoit donc la face nord des Grandes Jorasses et le glacier de l'Échaud avec la pierre Béranger. Et les personnages en dessous qui donnent la taille de la pierre, les petits personnages en dessous. Et on aperçoit le jardin de Talef. Non, pas là. C'est pas très bien. Non, là on est vraiment au pied de la face nord des Jorasses. On voit très bien donc là le linceul qui s'est fait quelquefois à ski. Mais bon, c'est ouvert par de maisons. Et là vous allez voir le glacier de l'Échaud, ce qu'il est devenu. C'est une photo qui date d'à peu près 1890 aussi, cette photo de Lopé. Donc là, c'est un plan plus large, bien sûr, en montant au refuge du couvercle. Mais on voit que le glacier de l'Échaud a énormément régressé et bientôt ne sera plus confluent avec le glacier des Géants. Là, on a déjà vu cette vue avec Sylvain tout à l'heure, donc le glacier de Talef avec le jardin. C'est une photo de terrasse, celle-là. Et là, tel qu'il est aujourd'hui, donc le jardin de Talef, maintenant fait partie de la zone rocheuse. Juste à noter sur cette photo, on ne voit pas totalement, quand on regarde le refuge du couvercle, on aperçoit en arrière-plan le jardin de Talef, toute la branche gauche qui venait du pied de l'aiguille verte. Donc on a en gauche, cette partie-là ne conflue plus avec le glacier de Talef à bas. Donc l'îlot rocheux s'étend depuis le jardin de Talef jusqu'au refuge du couvercle maintenant. Voilà des photos de Gabrielle Lopé, donc encore la petite Gabrielle qu'on a vue tout à l'heure, qui devait avoir à peu près 8 ans quand elle était au Brévent avec sa grand-mère.
Et là, maintenant, elle doit avoir à peu près 2 ans dans sa chaise à porteur au Montanvert. Et Gabriel Lopé, qui a refait un tirage après, où il s'est coupé, mais là, visiblement, il devait avoir un déclencheur avec une poire. Et il regardait sa petite fille, il essayait d'attirer son attention pour déclencher la photo au Montanvert. Et la photo de droite est également de lui aussi. C'est un paysage qu'il a souvent fait aussi au dessin, à la plume, au dessin et en peinture. Le Montanvert, les arbres et la glace. C'est un de ses points de vue préférés, avec le Mont Blanc, la mer de glace et le Cervin. Il a énormément peint le Cervin aussi. Mais pour ceux qui étaient déjà présents dans les années 70, on se souvient, ils mettaient des repères de couleurs avec des gros fûts métalliques pour aller rejoindre les refuges avec le meilleur itinéraire du moment pour cheminer sur ces crevasses. Ça, c'est le chapeau, le lieu dit le chapeau que beaucoup d'entre vous connaissent et où on aime aller déjeuner. Et là, c'est un déjeuner, un pique-nique au chapeau à gauche, vers 1890 ou 1895. Et à droite, c'est sur le haut belvédère du chapeau. Et c'est en 2010. Il y avait à ce moment-là 2 petits lacs protoglaciaux qui s'étaient formés, qui aujourd'hui ont été bouchés par les sédiments. Et le glacier a encore nettement reculé. Donc là maintenant, voilà, le nouvel accès à la mer de glace, le télécabine tout neuf. Et bon, ça reste très spectaculaire, hein, mais bon, c'est plus comme avant quand même. Là, on voit l'arrivée, la gare d'arrivée, je suis sur le glacier, sur la mer de glace. On cherche un peu la glace quand même. Et là, c'est une vue en drone. On voit l'arrivée donc de cette nouvelle gare en construction. Et le futur front de la mer de glace, là, c'est à peu près ça, puisque le bas n'est plus alimenté. Là, c'est donc le contre-champ avec l'entrée des gorges de l'Arveyron. Donc ici, on a les dalles du chapeau avec le refuge qui est juste là. Et là, bon, ça fait un moment que ça a été libéré depuis les années 80-90. Ça, c'est un chantier. En fait, EDF, depuis 1967, exploite le torrent sous-glaciaire. Dans la journée, on aperçoit ces cours d'eau sur le glacier, les pédières, qui s'engouffrent dans une crevasse, un moulin. Et ensuite, oui, ce torrent va cheminer sur le Talweg entre la glace et le substrat rocheux. Et ce petit torrent, en fait, alimente une centrale hydroélectrique intégrée complètement à la montagne, qui alimente l'équivalent d'une ville comme Annecy, 50 000 habitants. Hein, donc, il y a 10 ans, ils avaient fait une campagne pour remonter en amont d'1 kilomètre pour aller chercher l'eau où on pouvait la capter. Mais 10 ans après, c'est-à-dire là on est à peu près au niveau du Montanvert, 10 ans après, il a fallu faire un nouvel ouvrage parce que les moraines, ce nouveau captage va à nouveau se retrouver à ciel ouvert. Alors l'eau est toujours présente, mais les moraines latérales s'effondrent et bouchent l'entrée des galeries. Et ce qui fait que l'usine se retrouve inefficace à l'intérieur. Voilà, donc pour finir, pour une note positive, quand même, donc voilà, récemment, donc, à l'occasion de cette ascension sur les traces de Gabriel Lopé. Juillet 2022. Donc on est au sommet, là j'ai lancé le 8 juillet 2022. Un petit drone au-dessus du Mont Blanc. À cette heure-là, il n'y a personne, il n'y avait que nous. C'est très beau d'arriver au sommet du Mont Blanc pour coucher le soleil. Et Gabriel Lopé l'avait bien compris. Là, il avait aussi un drone d'ailleurs. Oui. Et on voit le glacier de Talèfre, là, énorme. Et on voit bien les Grandes Jorasses, la face nord, le Cervin, enfin oui. Monter au sommet du Mont Blanc, c'était un challenge, hein, mais il restait 4 heures. Un jour où il n'y a pas de vent, être suffisamment acclimaté pour ne pas être malade, parce que faire un touch and go, c'est une chose, mais traîner là-haut 4 heures, c'est juste assez pour déclencher le mal aigu des montagnes.
Donc ça reste quand même un exploit, et à l'époque, c'était très engagé. C'était très engagé, mais en juillet 2022, ça avait été bien préparé quand même. Et on avait eu 2 ou 3 nuits en très haute altitude avant. Pour, la climatation est essentielle, parce que oui, c'est très différent de rester et d'être en forme pour travailler. Et quand on regarde cette... J'ai peu parlé là, parce qu'on n'a pas tellement de temps, et puis c'est pas forcément le sujet principal, mais la peinture, la spécificité des peintures de Gabriel Lopé, pour des grands formats comme ça c'est encore une des toiles monumentales des Amis du Vieux Chamonix, qui est dans un des couloirs principaux du Majestic à Chamonix. Donc elle fait 3 mètres de haut sur 4 mètres de long. C'est encore un format monumental. Et on s'aperçoit qu'il arrive vraiment à sa particularité, je dirais, et c'est pour ça que c'est assez exceptionnel, à mêler la vision scientifique, en fait, presque cartographique, d'un paysage, d'un panorama, avec le ressenti émotionnel qui peut être le sien. Il associe une dimension pratique, cartographique, avec une dimension spirituelle, toutes ses émotions, tout ce qu'il ressent. Quand il arrive là-haut, quand il cherche, on parle quelquefois de la notion philosophique de sublime, il cherche là, en hauteur, en fait, c'est une recherche où on arrive entre ciel et terre, et bon, là, les couleurs, c'est la spécificité aussi de Lopé, ces couleurs un peu exacerbées, les rouges chromatiques de ces levées de soleil, de ces couchers de soleil, qui sont impressionnants, la couleur de la neige qui peut être assez livide dans les endroits à l'ombre, et puis très lumineuse dans les endroits déjà exposés au soleil. Et en tant que photographe, c'est vrai qu'à cette heure-là, quand on est en très haute altitude, il y a un moment où les couleurs sont tellement violentes que moi j'ai du mal à les publier, à les montrer. Je les transforme souvent en noir et blanc, parce que j'ai l'impression qu'on ne va pas y croire, c'est trop. C'est ce qu'on disait avec les tableaux de Gabriel Lopé. Quelquefois, on disait quand il exposait à Paris, parce que quand il exposait à Londres, par exemple, cette immense toile, elle a été faite en 1862. En 1861, il fait donc son premier Mont Blanc grâce aux frères Bisson. Il arrive à les accompagner dans leur approche scientifique et à monter avec eux, parce qu'à l'époque, il n'a pas les moyens de le faire tout seul. Et en 1860, pendant l'année, il a préparé, il avait des dessins, il avait réussi à dessiner pendant qu'eux faisaient des photos. Et en 1862, sur les conseils d'Alfred Wills, le grand alpiniste anglais qui était un avocat, qui lui a conseillé, il va exposer ce tableau à l'exposition universelle de Londres. Il l'a peinte à Genève, il habite encore à Annecy, mais il n'a pas d'atelier assez grand, 4 mètres de long, donc il va louer un local à Genève et il va faire ce tableau et l'exposer en 1862. Quand les alpinistes anglais voient ce genre de paysage et ce genre de couleurs, ils y croient parce qu'ils savent, ils sont montés, ils savent que les couleurs peuvent être exacerbées comme ça. Mais quand il l'exposera un peu plus tard à Paris, plusieurs critiques douteront en fait de la véracité et des paysages, parce qu'à l'époque les alpinistes sont rarement français, donc ils se disent mais où va-t-il chercher ces espèces de... On traite ces séracs dans un article de tranches de foie mal découpées. Ça c'est Paris au salon officiel de Paris, tandis que les Anglais savent très bien que ça existe et que ces couleurs-là existent. Et la particularité de Lopé, c'est la période à laquelle il a travaillé, on peut dire quelques dizaines d'années, autour de l'âge d'or de l'alpinisme, qui est constitué en 1865. Et très rapidement, la photographie avance à pas de géant, c'est un nouvel art qui avance à pas de géant. Et très rapidement, l'approche descriptive de toutes ces montagnes va être laissée à la photographie. Et les peintres, eux, ils vont se diriger vers une approche beaucoup plus sensorielle. C'est ce que vont faire d'abord les impressionnistes en 1874, déjà, lors de leur première exposition. Ils vont travailler beaucoup plus sur la lumière que sur le sujet lui-même. Le sujet importe peu, et c'est la lumière qui importe. C'est comme ça que Monet démarre en faisant une douzaine de fois
la gare Saint-Lazare, et puis après les Meules de Foin, la cathédrale de Rouen, etc., les vues de Londres. C'est le travail sur la lumière, et puis les peintres vont encore évoluer en exagérant les couleurs. Là, ce sera les fauves, les nabis, et puis après, en supprimant un peu la profondeur de champ. Ça, ce sera style Gauguin, Van Gogh, qui sont très influencés par les estampes japonaises qu'on découvre en 1870 quand le Japon s'ouvre un peu vers l'extérieur. Et là, on supprime un peu les différents plans dans le tableau. On supprime la profondeur de champ et on arrive à autre chose. Et voilà, après le cubisme et puis l'abstraction, Rothko, etc., qui travaillent toujours sur l'évolution de la peinture et de la photographie. La photographie qui prend le relais dès les années 1880, en fait, de cette approche descriptive de la montagne. Et c'est peut-être pour ça que Lopé, en 1913, il est mort en 1913, peut-être pour ça qu'il est tombé un peu dans l'oubli. D'abord, il y a eu la Première Guerre mondiale, et puis après, on était passé à un autre style de peinture que la peinture réaliste et descriptive. Oui. C'était le mot de la fin. Voilà, Écoutez, merci bien. Merci Anne, merci Pascal pour ces très belles photos et ces très beaux commentaires. Contrairement à certains romanciers facétieux d'aujourd'hui, les peintres comme Gabriel Lopé n'interprétaient pas la réalité, mais la traduisaient, la décrivaient tout à fait de façon tout à fait précise. Donc il y a de quoi s'inquiéter, et on est vraiment passé de l'émotion de Lopé à l'effroi que distillent les photos de Pascal. Et en tout cas, c'est vraiment impressionnant parce que ça permet d'expliquer un peu l'évolution de l'histoire de la montagne, et cela nous impose de réfléchir. En tout cas, on a vu que cela modifiait le paysage, et cela entraînait aussi de nécessaires travaux publics pour justement protéger ce qui pouvait rester de la montagne. Alors on a vu qu'à certains endroits, la montagne disparaissait, la neige disparaissait, il ne restait que des pierres, mais à certains endroits, il y avait même de l'herbe qui repoussait. Et peut-être que Rachel pourrait y emmener Prunette, sa petite chèvre, dont elle raconte l'histoire dans Surprise par les eaux du glacier et dans les glaces, deux albums illustrés par Fabrice Bertolotto et qui sont publiés aux éditions du Mont Blanc, Catherine Desnières. Bonjour, merci. Oui, c'est deux albums jeunesse, dont Prunette dans les classes a été primé ici du prix Rotary Jeunesse en 2021, abordent tous deux la thématique des glaciers et même pour ceci, Prunette surprise par les eaux du glacier, et également le réchauffement climatique. Alors Prunette dans les classes, c'est l'histoire de cette petite chèvre Prunette qui tombe à travers un pont de glace dans son glace. Et à ce moment-là, elle plonge dans l'imaginaire et le lecteur dans un décor de rêverie, de bleuté, de blanc, parfois magique, poétique, même évanescent. Alors avant d'écrire, je me suis beaucoup documentée parce qu'il m'était important que le flux narratif soit cohérent. J'ai suivi des cours de glaciologie à la petite université. J'ai lu des articles des glaciologues, Delphine Six, Christian Vincent, Sylvain. Et c'est donc que dans les glaciers, la majeure partie des glaciers dans les Alpes sont des glaciers tempérés, avec de l'eau de fonte qui s'écoule sous forme de petits ruisseaux qu'on appelle des bédières. Et c'est à ce moment-là que toute l'aventure commence pour Prunette, un vrai parcours de découverte, où elle va suivre cette bédière qui permet de découvrir les moulins. Donc là, avec un vrai jeu de lumière réussi de Fabrice Bertolotto, d'une paroi de glace à une autre. Et elle découvrira, comme Jeannot Lamberton, le tardigrade. Cet animal extraordinaire qui résiste à tout, à la sécheresse, à la congélation, au manque d'oxygène, au rayonnement. Et là, la voilà, elle a atteint un lac sous-glaciaire. Le détour de cette bédière, au creux d'une grotte de glace,
se cache un lac sous-glaciaire. Le miroitement de l'eau éclabousse ses contours d'un scintillement phosphorescent. Comme c'est exaltant ces merveilles brunettes. Alors, ce livre, Brunette dans les glaces, c'est le côté subjugant, c'est le sublime du glacier. En revanche, Brunette surprise par les eaux du glacier, ça pourrait être son pendant, c'est-à-dire que ce lac sous-glaciaire fait partie des exceptions dans les Alpes, c'est celui qu'on pourrait trouver, la poche d'eau sous le glacier de Tétrousse. Et dans ce deuxième livre, qui raconte comment Brunette, le chameau et le cerf vont rassembler leurs forces, peut-être c'est avec la deuxième photo que vous verrez mieux, peuvent rassembler leurs forces pour triompher d'une débâcle glaciaire. Et donc c'est grâce à cet esprit d'entraide qu'ils vont réussir, avec tout un questionnement de ces différents animaux sur les conséquences du réchauffement climatique, ces catastrophes naturelles. J'ai parlé avant des glaciers tempérés, des baies d'Yerres, et il y a aussi entre le rocher, quand ce sont des glaciers tempérés, il y a un espace peut-être entre le rocher et la glace, de l'eau qui s'écoule, qui accroît le glissement. Et quand on s'intéresse comme ça aux glaciers, on a envie d'en savoir toujours plus, on lit des articles. Récemment, c'est le glacier de Plan-Pincieux, au-dessus du hameau de Plan-Pincieux, au fond de la vallée d'Aoste, qui menaçait, c'est-à-dire des avalanches de glace qui menaçaient, et la population a dû être évacuée, la route barrée. Et donc ce livre, entre autres, il donne vraiment la part belle aux glaciologues. Il se termine avec un croquis où les différents termes afférents à la glaciologie sont restitués, et il est écrit « Les glaciologues étudient les glaciers pour éviter des catastrophes ». Que vous dire d'autre? Je peux vous dire que j'ai été en contact avec Fabrice Bertolotto, qui dit que les difficultés de son travail, c'est toute cette nuance de bleuté, et que notamment dans Brunette dans les glaces, il a ajouté le coloris rose, un peu comme la fluorine. Et il y a une page, quand Brunette tombe dans les glaces, qui dit « Brunette se trouve dans un palais des glaces où une ribambelle de cristaux étincelle. Quel joyau, murmure-t-elle. Donc ce rosé, ce serait peut-être la couleur fluorine. » Merci Raphaël. On a juste le temps pour une ou deux questions à nos invités, si vous le souhaitez. Oui, monsieur Jean. Une question relative à l'évolution des courants tels que le Gulf Stream sous l'évolution du réchauffement climatique. Et certains supposent qu'il peut y avoir une inversion, voire une disparition du courant du Gulf Stream qui conduirait à un climat du type analogue à celui du Québec dans une vingtaine, une trentaine d'années. L'influence du Gulf Stream sur l'évolution du glacier. Le Gulf Stream, c'est en fait la fin d'une circulation océanique globale qu'on appelle la circulation thermohalide et qui se termine par un courant chaud dans l'Atlantique Nord qui arrose nos côtes et qui permet aux perturbations qui viennent de l'Atlantique d'être douces. Même s'il fait froid en hiver, les perturbations sont douces, il neige, il pleut, alors que si le Gulf Stream devait s'arrêter, on aurait le même climat qu'au Québec. Ça veut dire que ce sera vraiment du pain béni pour les glaciers, pour moi aussi, et ça me ferait plaisir. Par contre, c'est un truc qui peut se mettre en place très très vite. En 2 ou 3 ans, ça peut se mettre en place. Par contre, actuellement, on a des données scientifiques, on s'aperçoit que les océanographes s'aperçoivent qu'il y a des bulles d'eau douce dans l'Atlantique Nord liées à la débâcle d'iceberg, à la fonte d'iceberg dans les fjords. Il y a beaucoup plus de fonte d'iceberg actuellement dans les fjords, parce que la température de l'eau dans les fjords s'est réchauffée à la base. Les fjords sont profonds de 1000 à 1500 mètres, il ne faut pas l'oublier. Et donc on a des fluages de la glace dans les fjords beaucoup plus rapides, ce qui libère beaucoup plus d'iceberg. Et ça pourrait générer véritablement un arrêt, un ralentissement, voire un arrêt du Gulf Stream. Ça s'est produit au moins une vingtaine de fois depuis 100 000 ans, il ne faut pas l'oublier. La dernière fois, c'était il y a 7200 ans, et la fois d'avant, c'était encore plus important, il y a 12 000 ans. Le gros refroidissement il y a 12 000 ans,
qui a généré une grande avancée des glaciers au fond des vallées, eh bien c'est un arrêt du Gulf Stream dû à une vidange d'un grand lac qui était barré par la calotte glaciaire Laurentide, la calotte glaciaire nord-américaine, qui limitait par la vallée du Saint-Laurent l'écoulement. Et à ce moment-là, la calotte glaciaire s'est plus ou moins disloquée. Il y a eu une débâcle d'eau douce dans l'Atlantique Nord, donc arrêt du Gulf Stream. Vous voyez, c'est des événements qui ne sont pas exclus. Avec le réchauffement, c'est un phénomène qui pourrait très bien se produire. Une autre question? S'il n'y a pas d'autres questions, j'ai demandé à nos invités juste un petit mot d'espérance, peut-être, et un mot d'actualité, en tout cas, sur l'avenir de vos œuvres respectives. Anne, dont je rappelle qu'elle a signé le catalogue de l'exposition Lopé et qui doit encore être disponible sur les stands du salon. Je crois qu'il y en a encore quelques-uns, oui. Bien qu'il soit épuisé, le catalogue de l'exposition du Fort de Bar, je crois que la librairie Landru en a encore quelques exemplaires qui seront mis à disposition. Mais je crois qu'il n'y en a plus au Fort de Bar, on est là. C'est fini, hein? C'est fini, oui. Et alors, juste un mot, c'était pour dire effectivement que, comme l'a dit Rachel, l'artiste, en fait, il nous apprend à mieux voir notre environnement culturel et artistique et à prendre conscience de ce patrimoine naturel qui est autour de nous et qu'il faut protéger. Et l'actualité, c'est l'association Les Amis de Gabriel Lopé dont je m'occupe et qui organisera la prochaine exposition des œuvres de Gabriel Lopé en juin 2025. On travaille déjà dessus. Ça sera en Bourgogne, à Mâcon. Donc c'est pas très loin d'ici. Ça vous permettra d'aller faire quelques dégustations de vin en même temps, d'allier deux plaisirs, gustatifs et artistiques. Voilà notre actualité pour les Amis de Gabriel Lopé. Je passe la parole. Un verre de Saint-Véran sur la roche de Solutry. Comment? Un verre de Saint-Véran sur la roche de Solutry. Voilà. Et j'ai oublié de dire qu'avec Pascal, on parle aussi mardi prochain à Barcelonnette. Nous sommes invités par des amis de Pascal à parler de Gabriel Lopé à Barcelonnette. Je te passe. Alors oui, ça c'est déjà l'actualité la plus proche. Autrement, oui, en tant qu'alpiniste, les alpinistes ont toujours l'habitude de s'adapter à l'évolution du milieu. C'est même tout l'intérêt de cette activité. C'est vrai que c'était très beau ces glaciers. Moi, quand je revois les vues du 19e faites par les peintres, je suis ébloui quand je vois l'explosion, le mitage du paysage. Je me dis que je suis peut-être né un peu tard, mais en même temps, c'est quand même sympa en ce moment de pouvoir faire des dîners dehors dans le jardin sans avoir besoin de mettre la polaire. Donc il faut voir le côté positif des choses. Autrement, notre activité, depuis le début avril, là, j'ai une exposition à Paris au Village Suisse, à la Galerie Kurt. Donc le Village Suisse, c'est à côté de la Tour Eiffel, du Champ de Mars. Donc c'est une exposition qui s'appelle Extrusion climatique, où je mélange photo et sculpture à partir de chutes récupérées dans des usines où on fabrique des objets en plastique, et détourner tout ça avec du bois, de l'épicéa, c'est un peu l'arbre symbole victime de réchauffement climatique, avec donc ces invasions de petits insectes xylophages qui les déciment. En ce moment, les alpinistes, puis les gens qui habitent en montagne, on est tous choqués par le recul des glaciers, mais quand on va voir des pans entiers de montagnes avec des arbres morts, ça commence, ce n'est que le début. Je pense que ça va être un peu moins fun de se promener en forêt. Donc on s'adapte, mais le temps que ces nouvelles essences prennent la place des épicéas, il va falloir quelques décades. Donc on s'adapte toujours, c'est le propre de notre humanité. Donc le village suisse, et non pas un village en Suisse, où broute peut-être Brunette dans sa prochaine aventure. Oui, il y en aura un troisième, je pense, parce que quand j'avais remis le manuscrit à Catherine Descivelle, l'éditrice de Brunette surprise par les eaux du glacier, il était plus long. Alors probablement, mais j'ai même une toute autre idée avant, autre chose que les brunettes, en termes qui vous fera partager mes connaissances en termes de géologie. Cette année, j'ai suivi des cours de géologie avec la petite université. J'ai, à travers ces ouvrages, un rôle de sensibilisation, et je me déplace vers les lecteurs à Thonon,
Lyon, Grenoble, Briançon, l'Argentière, l'ABC. Et j'ai ce rôle que Heidi Sauves appelle « faire aimer les glaciers par la vulgarisation ». Et en même temps, je leur montre que la glace raconte une histoire passionnante, la nôtre à tous. Et à quel point, où que je me trouve, finalement, les glaciers ont laissé leurs traces qui témoignent de leur passage, et c'est ce dont Sylvain parle dans son livre « Atlas des glaciers disparus ». Ces blocs erratiques, ces terrasses, ces lacs, etc. Merci. Une œuvre pédagogique ne peut pas faire toujours pleurer, mais parfois elle fait rêver. Oui, pour terminer, sur l'Atlas des glaciers disparus, c'est un livre que le public apprécie beaucoup. On essaye d'expliquer vraiment clairement ce qu'est un glacier, mais surtout que les glaciers ont été révélateurs des grandes fluctuations du climat depuis plusieurs millions d'années, et notamment depuis 1 million d'années où les glaciers sont allés sur les plaines de la région lyonnaise une bonne dizaine de fois. Chaque fois, les glaciers prennent du volume, et d'un seul coup, les systèmes glaciaires viennent en confluence, et pof, ça part sur les plaines du Piémont. C'est des phénomènes rapides à l'échelle géologique. Ça dure 2-3 000 ans. À l'échelle géologique, la formation des montagnes, c'est des millions d'années. Donc on pensait autrefois que les glaciers étaient très très limités dans leur déplacement, ça se construisait tout doucement, on avait un englacement généralisé. En fait, on s'aperçoit que c'est vraiment des pulsations extrêmement rapides. Et aujourd'hui, on est dans une pulsation de retrait. Pour en revenir au projet que l'on peut avoir, pour vulgariser, pour faire connaître, en fait, moi, c'est dans le cadre de retrait des glaciers, du réchauffement climatique. Je suis très inquiet par le changement environnemental. C'est vrai, Pascal, comme tu l'as dit, on peut passer des soirées dehors sans avoir froid ou sans prendre de la pluie, comme c'était le cas dans les années 60 ou 70, où il pleuvait tout le temps. Là, on passait des vacances à Chamonix chez les grands-parents, je parle pour moi, on avait 15 jours de flotte. C'était dur à supporter, on attendait avec impatience. Moi, je commençais la montagne à partir faire une course, faire quelque chose de bien. On se rabattait sur l'Argentera parce que dans le massif du Mont-Blanc, il y avait trop de neige. C'était incroyable. Et quand je repense à cette période, il y a 40 ans, 50 ans, je me dis, mais quelle chance on a eu de voir des montagnes blanches, alors que c'est plus le cas aujourd'hui. Alors que va devenir les montagnes? Le prochain livre que je vais sortir dans quelques années vous le dira, ce sera « Les glaciers ont disparu ». Nous l'espérons. Il va falloir s'adapter, il n'y a pas d'autre solution, il faut une adaptation. Ce ne sera pas des glaciers disparus, ce sera de la civilisation. Avec un clin d'œil à Yves Pacalet, pour son ouvrage « L'humanité disparaîtra pour débarras ». Et que nous n'en soyons pas débarrassés du fort de Bar, parce qu'on a encore beaucoup d'expéditions à visiter. Bien sûr, il ne faut jamais jeter la main, il faut toujours travailler, il faut toujours croire en ce qu'on veut rejoindre. Donc, nous, on veut rejoindre sûrement la défense de la montagne telle qu'elle est. Donc, il faut travailler dans ce sens. Je rappelle encore que va commencer à la fin de l'année l'année de la conservation des glaciers. Donc, on n'est pas si désespéré. Donc, on veut les conserver. Donc, on travaillera tout le 2025 sur la conservation des glaciers, surtout pour faire passer notre message. Notre message, c'est qu'il faut changer quelque chose. Il faut s'adapter, c'est vrai, mais s'adapter avec rigueur, avec une nouvelle envie de vouloir vivre. On dit, il faut vouloir encore vivre. Donc, pour vouloir vivre, il faut conserver les glaciers, et donc il faut faire quelque chose. Et tout, le fort de Bar en primis, il est au centre d'un réseau valdôtain d'institutions qui travaillent sur les glaciers. Et à la fin de ce discours, elle arrive au petit. Au petit, on arrive avec ces bouquins. Ça, c'est très intéressant parce qu'ils font passer un message aux petits. Je pense que ce seront eux qui nous montreront la bonne route. Je vous remercie.
Merci à nos invités, Anne, Pascal, Sylvain, Rachel et Ornella. Et je dois dire que si nous avons autant invité les Valdôtains à ce salon, c'est parce qu'ils nous ont toujours fait partager leur talent, leur bonne humeur et leur optimisme. En tout cas, je vous remercie de votre présence et avant d'escalader le versant intime des écrivains du moment, Belinda Cannon, Fabrice Lardreau, Valentine Gobi et Étienne Klein, je vous recommande d'aller retrouver nos amis sur leur stand et notamment d'aller au gymnase, visiter l'exposition d'artisanat artistique du Val d'Ost et puis surtout retrouver les auteurs qui vous attendent à leur table parce qu'ils sont vraiment impatients de vous faire connaître leur production de l'année. Voilà, merci.